Suite à la fermeture de mon officine, l'ordre des pharmaciens m'a écrit une lettre recommandée et demandé de démonter les croix. Ce que j'ai bien entendu refusé de faire. Je conçois que ça pouvait choquer de montrer des croix, donc j'ai décidé simplement de les emballer. Le matériel le plus simple, le moins cher que j'avais, c'était des sacs plastiques, donc j'ai mis mes croix dans des sacs poubelles. C'est peut-être un peu symbolique. Le but, c'est bien entendu de les faire disparaître. Et surtout, et ça c'est un symbole très fort dans le quartier, les gens me disent toujours, on regarde les croix, dès qu'elles clignoteront, on saura que c'est bon. Depuis 2 ans, la pharmacie de Jean-Marie est fermée par décision du préfet. N'étant pas du genre à baisser les bras, il continue d'assurer chaque lundi une permanence symbolique dans son officine vide. Mais le pire, c'est ça, vous voyez. Ça m'avait bouleversé quand on fait ça. Oui, tout ça, c'était plein avant. Ça marchait bien avant. Oui. C'est une pharmacie qui, je pense, marchait trop bien. C'est peut-être pour ça qu'on a voulu l'éliminer. Ici, vous aviez un truc tout à fait sympa qui était très vivant. C'était un coin pour les enfants, avec des jouets, avec ceux-là où vous attendez. Puis les enfants du quartier savaient qu'ils pouvaient venir là et qu'ils pouvaient jouer tranquillement. Là, c'était des choses aussi un petit peu originales que j'avais conçues. C'était ce que j'appelais des cabines. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire devant tout le monde. Là, vous aviez une deuxième petite cabine qui, elle, était... Attendez, je vous permettez, je réponds ? Ces permanences sont aussi l'occasion de garder le contact avec les anciens clients. Ils sont nombreux à se battre aux côtés de Jean-Marie pour la réouverture de sa pharmacie. Vous avez compris cette fermeture Mais non, j'ai pas compris cette fermeture pour la bonne raison que tous les gens qui habitent le quartier là derrière et ceux qui habitent de l'autre côté là, qui ont juste la rue à traverser pour venir ici, ils sont privés de pharmacie. Il faut savoir qu'en 3 ans, j'avais créé 9 emplois. Je réalisais un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de francs. En sachant que la pharmacie moyenne en France réalise environ 5 millions 2 à peu près de chiffre d'affaires. Donc j'étais pratiquement au double d'une pharmacie normale. Et on me fait fermer en me disant qu'il n'existe que 1800 habitants. Il est évident que ça ne correspond à rien. Les gens, ils sont prêts à aller dans la rue. Il faut vraiment qu'on les maintienne parce qu'ils en ont vraiment le mot marre. Les pétitions, il y en a pas mal. Pardon? Les pétitions. Écoutez, je les ai à la maison, j'ai un tas comme ça. Il faut créer des emplois. Il en a créé. Il y a 10 personnes qu'on a foutues en l'air. Et pour quelle raison? C'est pas normal non plus. En ce moment surtout. Et maintenant, vous voyez, quand on passe, tous les jours, c'est vide. Ça fait mal au cœur. Ça fait vraiment mal au cœur. Ah oui, cette croix enrubanée, là, ça fait mal au cœur. Et puis, M. Kuttner, on peut dire, il était quand même très proche des plus démunis. Si on ne pouvait pas payer un jour, on payait le lendemain. Vraiment une pharmacie comme il devrait y en avoir beaucoup. Sociale. Voilà. Un pharmacien comme M. Kuttner, il n'y en a pas 50. Jean-Marie a vécu toute son enfance dans un quartier populaire de Strasbourg où habitent encore ses parents. Si j'avais été fils de quelqu'un d'autre, peut-être qu'on ne m'aurait pas fait tous ces ennuis, oui, certainement. Bon, c'est comme ça, c'est dommage. Ça va bien? Ça va. En forme? Allez-y. Salut, maman. Salut. Comment tu vas? Ça va. Fais ton petit réveil. Ça va? Comment va papa? Ça va. Moi, j'ai attrapé le bruit des oreilles et j'ai attrapé de la nervosité. Mon mari, il a été brisé aussi, parce qu'on avait des ambitions pour notre fils. Des ambitions, c'est-à-dire, il avait les moyens de les avoir. Je ne vois pas pourquoi l'injustice comme ça. C'est injuste ce qu'ils ont fait pour mon fils. Il était un super pharmacien. Et voilà le résultat. Quand on n'est pas des fils à papa. On va te mettre la télé, tu regardes un peu la télé ce matin? Oui, Non? T'as pris ton petit déjeuner au moins? Pas encore? Si. Laurent est venu s'occuper de toi? je voudrais avant que mon mari lui arrive quelque chose, qu'il voit son fils avec sa pharmacie. Oui. Même moi. Ma réussite, c'était la leur. Ils ont beaucoup sacrifié pour ça. Et c'est vrai que, non, pas mon échec, parce que c'est pas un échec, c'est pas vrai. Mais tout ce qui m'est arrivé, ils l'ont ressenti durement. Et ça, c'est un petit peu ma tristesse à moi. Mais les gens qui ont fait ça n'en ont pas conscience, je crois qu'ils s'en foutent d'ailleurs. Pour survivre, Jean-Marie a pu retrouver un emploi d'assistant chez un confrère ami.
Tu vas bien? Oh, t'es un chef. Maintenant, je deviens officiel. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout. Voilà, je vous remercie. Voilà, bonne journée. Au revoir. Vous l'auriez fait, vous, si vous étiez dans la même situation que lui, de prendre un emploi d'assistant? C'est difficile à dire, mais bon, le problème, c'est qu'il n'avait pas tellement le choix. Hein. Je crois, financièrement, et puis bon, je ne sais pas où il serait allé travailler non plus. Donc, et puis c'était lui, c'est un moyen de voir venir et d'essayer de régler son affaire. Hein. Mes revenus ont été divisés par 5 ou 6. Ça change pas mal de choses. Ça change pas mal de choses. On apprend à vivre différemment, mais je veux dire, tout est relatif. Hein. Il y a des situations bien pires que la mienne. Je veux dire, par rapport à beaucoup de gens, je suis encore d'Antibes. Et malgré un salaire tombé à 13 000 francs, Jean-Marie devait rembourser aux banques 25 000 francs par mois. C'est en faisant condamner l'État pour ses tergiversations qu'il a pu se désendetter et garder sa maison. Sa famille a pourtant vécu douloureusement sa mésaventure professionnelle. Wow. Tu veux un coup de main ou c'est bon? Non, ça va. Ça va? Oh, les logarithmes, c'est des vieux trucs, ça. Hein. C'est pas le genre de choses qu'on surmonte assez facilement, quoi. Et donc, c'était plus le fait de le voir avoir du mal à remonter la pente et le fait de le voir descendre. Et puis nous, on était là, on disait, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Moi, c'est plus ça qui m'a embêté que l'aspect matériel, je m'en fiche, en fait. Je sais aujourd'hui que j'ai pu sauver, j'allais dire, les meubles, mais vraiment au sens propre. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pu mettre tout ça de côté et qu'on ne me le prendra plus. Donc c'est à nous, et je sais qu'un jour je peux le transmettre à mes enfants, et ça c'est l'essentiel. Ouais, vous avez réussi à... Le lien important dont on parlait tout à l'heure, dont parlait également Jérôme, c'est effectivement pouvoir retrouver un regard en face de soi qui vous reconnaît, qui vous identifie, qui vous suit, qui vous aime. Vous avez réussi à sauver l'essentiel, c'est-à-dire à préserver votre maison, vos biens propres et donc l'avenir de votre famille. Monsieur Benoît, vous avez tout sacrifié aux autres, vous n'avez même pas pu... J'ai pas tout les autres, c'est votre famille. J'ai pas tout sacrifié parce que c'est pas délibérément que j'ai fait faillite. Il est arrivé que j'ai vécu cette faillite et au-delà de ce dépôt de bilan, j'ai continué à donner un sens et j'ai vécu dans le fond, dans la stabilité, ces difficultés. Bravo. Mais je ne suis pas quelqu'un qui a tout sacrifié. À aucun moment, j'ai voulu que l'entreprise ait des problèmes économiques. Je n'ai rien sacrifié du tout. Je parlais de votre famille, notamment. Comment ça s'est passé à ce moment-là, justement, avec vos proches? Ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai une femme qui est exceptionnelle et qui est artiste aussi et qui était la première ou la seconde épouse et qui croit en moi et qui dit mais c'est une chance aussi pour toi parce que tu pourras maintenant dire des choses parce que tu as beaucoup de choses à dire, c'est ce qu'elle me dit. Donc, moi j'avais cru comprendre que c'est elle qui vous avait aidé justement à... Mais bien, c'est ce que je suis en train de dire, à travers ce regard. C'est dans ce sens-là qu'elle m'a... Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue ce soir alors qu'elle devait venir? Elle ne pouvait pas venir justement, elle doit chanter à Marseille et des répétitions. Et donc, elle est cantatrice. Et mon fils aussi et ma belle-fille m'ont aidé. Et ma belle-fille a d'autant plus de mérite qu'elle faisait partie du plan social et elle est partie, donc elle était chez nous et elle est partie. Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre? Vous allez me dire que tout est facile peut-être, mais le plus difficile, c'est la faillite professionnelle ou la faillite personnelle? C'est de ne pas pouvoir faire face à ses engagements. À ceux qui vous ont fait confiance, les salariés qui vous ont fait confiance, et de leur dire il n'y a plus de travail. Les fournisseurs, les banquiers qui vous ont fait confiance et leur dire je ne peux plus vous payer. Voilà ce qui est le plus difficile à vivre. Vous êtes d'accord? C'est très dur, oui. C'est vrai, quand j'ai dû licencier 9 personnes. 9 personnes qui étaient vraiment des amis, des collaboratrices, c'était très dur de leur dire voilà, je peux plus. Bon, alors je les ai aidés, je veux dire, j'ai essayé de replacer tout le monde pour qu'on puisse continuer. On s'est revus régulièrement. Je crois que si demain j'ai la possibilité de repartir, la plupart seront Mais d'avoir réussi à éviter la faillite personnelle, c'est quoi pour vous? C'est un instinct de survie? Ça tient de quoi? Je crois que c'est un challenge qu'on se fixe à un moment donné. Pour moi, la maison, c'était tout. Je veux dire, j'ai mis des années à pouvoir m'offrir cela.
J'ai eu peut-être la chance que n'a pas eu Marie-Paul. Je l'écoutais quand elle parlait de son piano. Je crois que je n'aurais peut-être pas survécu à ça. Ben, son piano à elle, c'est peut-être votre pharmacie à vous, non? Tout à fait, oui. Ça, vous y avez survécu? Oui, parce qu'il a fallu se donner, comme je vous disais, de nouvelles valeurs. Il fallait se donner de nouvelles idées, il fallait se battre. Et puis j'ai eu la chance de retrouver de nouvelles personnes. Je crois que quand tout va bien, on a des amis. Quand tout va mal, on n'a pas forcément les mêmes. Mais j'ai appris à découvrir ces gens-là. Je ne regarde plus les gens de la même façon. Alors le bon sens voudrait penser qu'aujourd'hui, flexibilité de profession, flexibilité aussi être capable de bouger de lieu. Vous pourriez aujourd'hui essayer, vous êtes pharmacien, d'ouvrir une pharmacie ailleurs. Vous êtes resté attaché à votre pharmacie, à votre quartier, parce que c'est pas une façon de vous, excusez-moi, hein, je fais un peu l'avocat du diable, j'ai le mauvais rôle ce soir, mais de vous enfermer dans un statut qui est presque inextricable, quoi. Non, moi je rejoins un petit peu, je crois que c'est Jacques qui disait ça à un moment donné. L'échec, ça serait de renoncer. Mais reconstruire ailleurs, par exemple, parce que là c'est un problème de lieu aussi. Oui, non, mais je ne le souhaite pas, parce que là, ça serait renoncer. D'autre part, je parlais de ces nouveaux amis. Ce sont tous ces gens qui m'ont soutenu, tous ces gens qui se bagarrent avec moi, et depuis 13 ans qui font ce chemin avec moi. Je me vois mal aujourd'hui dire, voilà, continuez votre petite vie, moi je vais gagner mon argent ailleurs. Je crois que ce n'est pas un problème d'argent. On m'a proposé de m'installer ailleurs, j'ai toujours refusé. Comment vos enfants ont vécu ce passage, ce changement de statut? Mais je crois qu'on le vit mal au début. Pour eux c'était un choc. Je veux dire, je revois très bien la tête de ma fille lorsqu'elle a appris la nouvelle fermeture. Elle a poussé un cri, elle s'en est ce qui est passé. C'est vrai que scolairement, ça se ressent très fort. Bon, par chance, elle a redémarré parce que, je veux dire, avec ma femme, on a décidé de protéger les enfants. Je crois qu'il fallait protéger ce noyau de vie, protéger les enfants. Je crois que l'enfant, c'est quelque chose de trop fort pour leur... Et en même temps, c'est difficile de s'occuper des autres quand on doit d'abord s'occuper de soi-même. Où est-ce que vous trouviez la force de pouvoir montrer que vous restiez optimiste, comme vous l'êtes aujourd'hui, et vous restez optimiste? D'où est-ce que vous trouviez vos ressources personnelles pour ça? Mais je crois qu'il faut passer. Je suis passé par des stades. Je veux dire, le premier stade était le repli sur soi-même, où on ne peut plus voir personne, on n'a plus envie de parler, où on ne dort plus. Ça a duré combien de temps, ça? Quelques mois. Ouais. Mais sans vouloir le montrer. Je veux dire, je crois que j'aurais passé mon temps à pleurer sur moi-même, à me lamenter. Sans doute les gens ne seraient plus là. Vous cachiez pour pleurer, quoi? Un petit peu, oui. Un petit peu. Je crois qu'il faut toujours sauver une façade, mettre une carapace, et puis faire avancer. Je crois que quand on est... De toute façon, quand on est dos au mur, on ne peut plus reculer. Donc il faut se bagarrer. J'avais le même souci que Jacques, de me dire en fin de mois comment je vais payer mes traites. C'était mon principal souci. Et à partir de là, ben, il faut faire Si on vous met des bâtons dans les roues, vous vous battez aujourd'hui de toutes vos tripes face à des murs sans âme, on pourrait dire. Si dans 4-5 ans, peut-être 10 ans, imaginons le pire, on peut aussi imaginer le meilleur, il faut imaginer les deux à mon avis. Qu'est-ce qui va se passer si dans 10 ans cette pharmacie n'est pas rouverte? Je ne sais pas. Je me suis toujours posé à quel moment je vais renoncer. Vous êtes mis une date butoir ou pas? Non. Non, je crois qu'il y a tant qu'il y a la vie de l'espoir. Mais on se fait des petites phrases comme ça très fortes qu'il y a à tenir. Moi, j'en ai deux. Tant qu'on a la santé. Par exemple. C'est pas ça. Non, la première, c'était de dire que c'est toujours au plus noir de la nuit qu'ornait le jour. Il y avait aussi une très belle phrase qui avait été prononcée par je crois que c'est un écrivain d'origine juive qui avait été arrêté pendant la guerre après s'être caché. Et dans le train qui l'amenait en camp de concentration, il a dit cette très belle phrase. Il disait « Jusqu'à présent, je vivais dans la peur, maintenant j'apprendrai à vivre avec l'espoir ». Ça aide.